Disons que je fonctionne vraiment au feeling. C'est une des particularités de mon travail. J'ai besoin d'avoir cette liberté devant moi pour pouvoir créer correctement. Tu peux apprendre des trucs à quelqu'un, mais cette personne a toujours aussi quelque chose à t'apprendre. Salut tout le monde et bienvenue dans ce 10e épisode de Procréativité dans lequel je reçois Lucas Rodriguez, alias RZ Lucas, qui est vidéaste et photographe professionnel. Si vous ne connaissez pas son travail, je vous conseille vivement d'aller voir son YouTube et son Instagram. Bien sûr, les liens sont en description et vous pouvez checker ça en écoutant notre conversation. Dans cet épisode, Lucas nous raconte comment faire des vidéos de ses voyages l'a amené à devenir vidéaste professionnel. Il nous parle également de l'importance de préparer ses projets, comment se former seul à la vidéo ou encore comment développer sa créativité et s'inspirer. Tes limites, c'est toi seul qui te les mets. Il n'y a personne qui a mis des règles à ce niveau-là en mode ouais, tu veux faire ça, tu peux pas le faire maintenant, tu dois attendre d'avoir X années d'expérience pour le faire. La vie te bride déjà assez, donc à quoi bon de se brider, tu vois, t'as envie de faire un truc, essaye, donne tout pour y arriver. Pensez à suivre le podcast sur Instagram, c'est facile, vous cherchez Procréativité et vous aurez des extraits, des backstage, des teasers, etc. Bonne écoute. Salut Lucas et bienvenue dans ce 10e épisode de Procréativité. Merci pour l'accueil. Je suis super content de te recevoir aujourd'hui parce que j'ai découvert ton travail il y a à peu près 1 an avec ta vidéo sur la Suisse. Okay. Et d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, je vous conseille d'aller voir cette vidéo donc sur ton YouTube RZ Lucas, L-O-U-K-S. Et vous pouvez aussi regarder son Instagram pendant que vous écoutez ce podcast pour voir un peu son travail. Donc pareil, @RZ Lucas. Tu me dis si je dis ouais, des c'est bêtises. ça. Non, c'est bien ça. Alors juste le YouTube, c'est juste Lucas, il n'y a pas le RZ, mais sinon c'est ça. Ok. Du coup, je vais te laisser te présenter rapidement. Donc, qui es-tu, ton âge, ton métier et depuis combien de temps tu fais ça ? Alors moi c'est Lucas Rodriguez, mon nom de famille. Je suis originaire de région parisienne à la base. Je vis aujourd'hui sur Marseille, mais je suis en vrai un peu sur les 2 zones Paris-Marseille. Je bouge beaucoup avec mon travail, donc en fait je gagne ma vie grâce à la vidéo et la photo. À la base je fais de la vidéo, ça fait quelques années maintenant. J'ai commencé à me lancer professionnellement parlant il y a 2 ans, c'est assez récent en vrai. À la base je le faisais vraiment par loisir, par passion. J'ai commencé avec mon téléphone, avec une GoPro et voilà, un peu comme tout le monde je pense. C'était quoi ta toute première expérience avec la vidéo ? Alors moi je faisais vachement de petites vidéos avant avec mes potes, mais c'était vraiment des trucs qu'on gardait pour nous, qu'on faisait, on s'amusait à faire un peu les cons, voilà, des trucs vraiment, voilà, c'est mes premières vidéos on va dire. J'en ai même plus aucune trace. À l'époque il n'y avait pas les mêmes moyens de garder, d'avoir du stockage comme maintenant, il n'y avait pas le cloud etc, donc il suffit que tu pètes ton téléphone et c'était fini. Mais sinon avec ma GoPro j'ai commencé en fait avec des voyages en fait, si je me trompe pas c'était voyages et aussi des courses un peu des courses genre Spartan Race, Mud Day, tout ça. C'était vraiment les premières vidéos que j'ai commencé à monter réellement. Et sinon c'était plus du bidouillage quoi, c'était pas du montage. En vrai j'ai commencé assez tard à vraiment monter je trouve. Est-ce qu'au début tu faisais la classique, t'achetais une GoPro et puis juste tu filmais et tu gardais les fichiers sur ton PC et tu y retouchais jamais ? Ouais, c'est exactement ça. Je faisais exactement pareil. Ouais. En fait, je savais même pas que c'était possible de retoucher Enfin, je connaissais rien quoi. Je prenais ma GoPro, je filmais, je savais pas forcément quel format fallait mettre, je connaissais même pas si c'était mieux du Move, du MP4 ou genre, je savais rien. Et je filmais ça et je faisais au feeling. Après, je mettais les séquences bout à bout, limite je coupais pas quoi. Ma vidéo durait 20 minutes, elle était pas du tout intéressante, mais j'étais content. Et du coup, à partir de quand est-ce que tu as commencé à vouloir te professionnaliser ? Donc tu disais fin 2017, début 2018, et comment ça s'est passé la transition entre passer de juste faire des montages de voyage ou des vidéos pour les amis à commencer à essayer d'en faire ton projet professionnel ? En fait, je faisais vraiment ça au début, comme je t'ai dit, pour le plaisir quand je voyageais. Je suis parti en Australie 1 an pour faire un Working Holiday Visa. Et j'avais acheté une caméra juste avant de partir. Et je me suis dit, en fait, j'avais envie de faire des trucs un peu plus quali. À chaque fois, les gens me disaient, oh, c'est cool ce que tu fais, tout ça. Et je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas essayer de se lancer. Je connaissais pas grand chose vraiment encore à la vidéo à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, allez, j'ai acheté un GH4, c'était mon premier boîtier. J'ai pris mon GH4, ma GoPro, j'avais acheté un Mavic Pro 1 à l'époque. Et je suis parti en Australie en mode, bon, bah allez, je vais faire du contenu. Il se trouve que j'en faisais beaucoup, mais finalement je vivais dans mon 4x4, donc j'avais pas forcément de moyen de recharger tout mon matos. Donc je filmais beaucoup avec mon iPhone. J'avais acheté un iPhone
X, je crois, à l'époque. Et du coup, ça filmait quand même plutôt bien et je filmais quasiment tout avec ça. J'utilisais pas mon matériel et je m'en rendais pas compte en fait. À l'époque, il y avait une vraie différence entre mon GH4 et mon iPhone, quoi. Et bon, ça marchait quand même. J'avais un groupe en Australie de Français plus particulièrement qui se partageaient pas mal de vidéos, tout ça. Et ça a bien marché en fait quand je commençais à partager les miennes. Ok, c'est sur des groupes Facebook que tu as partagé tes premières vidéos? Ouais, groupe Facebook et Instagram. Instagram aussi, ça marchait bien. À l'époque où j'ai commencé Instagram assez tard aussi, mais à l'époque où j'ai commencé, il n'y avait pas encore tout ce qu'il y a maintenant. Il n'y avait quasiment pas de vidéos. Les photos, c'était beaucoup moins quali quand même. Ça a très vite, je trouve, progressé en termes de qualité Instagram. Et du coup, à l'époque, c'était plus facile de gagner des abonnés. J'avais gagné des abonnés assez rapidement parce que je faisais des photos. C'était nul, hein. C'était vraiment nul, mais peut-être qu'à l'époque, je trouvais ça un peu cool. Et c'est monté petit à petit, puis j'ai créé cette petite communauté grâce à l'Australie notamment. C'est vraiment, on est beaucoup de Français là-bas, mais en même temps pas beaucoup, donc du coup ça permet d'avoir un petit réseau rapidement là-bas. Et c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Ouais, c'est comme une famille, quoi. Ouais, c'est ça. Puis au fur et à mesure aussi, via Instagram, j'ai été mis en relation avec d'autres personnes du milieu d'Instagram, pour le coup des Instagrammeurs ou influenceurs selon le terme qu'on veut utiliser. Et de fil en aiguille, ça m'a un peu aussi appris à apprendre à faire du contenu pour quelqu'un d'autre, parce que je suis parti avec Meryl Denis et Hélène, c'est Girl Born to Travel, je sais pas si ça te parle sur... Ok, je vois. Je suis parti avec elle en Indonésie, moi c'est une longue histoire, mais je les ai rencontrés dans un avion en allant en Australie justement. C'est un pur hasard, on a sympathisé, elles m'ont proposé de venir les rejoindre à Bali, puis voilà, tout est allé hyper vite après, du coup ça a donné un peu plus de visibilité à mon travail et ça s'est enchaîné, on m'a proposé des petits boulots, on m'a proposé de venir sur Marseille, donc mon coloc actuel Sam de Salvador qui est aussi du coup vidéaste. Ok, oui, voilà. Parce que j'avais vu, je pense que c'est via Sam de Salvador que je t'ai découvert. Et du coup, je crois que vous travaillez ensemble, mais du coup, c'est ton coloc. C'est ça, c'est mon coloc et c'est lui qui m'a proposé de venir à Marseille. Écoute, il travaillait dans la même chose que moi et je pense qu'il avait beaucoup plus d'expérience que moi, même encore maintenant, mais à l'époque encore plus. Et il m'a fait confiance, il m'a dit vas-y, je t'emmène sur des projets et ça a super bien matché. Du coup, c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, on travaille vraiment souvent ensemble. On adore ça, ça matche bien et donc voilà, en fait c'est vraiment une boule de neige, tu veux, que j'ai d'opportunités que j'ai saisies et qui m'ont amené aujourd'hui à pouvoir vivre de la vidéo. Je l'ai vraiment pas voulu à la base, c'est ça qui est le plus drôle. C'est pas que je le voulais pas personnellement. Ça t'est tombé dessus. C'est ça m'est un peu tombé dessus et j'en suis hyper content, mais ça a eu son importance, on va dire, dans mon histoire, on va dire, parce que parfois je pense que de trop vouloir tu t'enfermes dans certaines choses où du coup j'ai peut-être pas, sans m'en rendre compte, je suis pas allé là-dedans, quoi. J'ai fait vraiment ce qui me plaisait parce que j'aimais ça et ça m'a ouvert des portes qui aujourd'hui m'ont amené à ma situation actuelle. Ok, et avec Sam, vous vous connaissiez d'avant la vidéo ou c'est via tes projets vidéo que vous étiez rencontrés et qu'ensuite vous avez fait une coloc? C'est via la vidéo. Via la vidéo, on s'est rencontrés sur Marseille et on avait vraiment bien sympathisé. Puis il m'a envoyé un message, il sait que j'étais tenté d'aller dans le sud. Il m'a envoyé un message, il me dit écoute, je vais faire une coloc, est-ce que t'es partant? Je lui ai dit écoute, moi je suis carrément chaud pour venir dans le sud pour travailler dans la vidéo aussi avec lui ou sur d'autres projets et du coup je suis descendu, j'ai pris mes affaires. En fait le plus ouf c'est que j'étais en Australie à ce moment là et que je voulais rester une année supplémentaire et j'étais rentré pour un projet puis finalement je suis resté, quoi. Je voulais repartir à l'époque en Australie et finalement je suis resté et j'ai eu pas mal de projets qui ont fait que j'ai pas eu besoin de repartir en fait en Australie. Et du coup, est-ce que tu trouves ça intéressant d'être en coloc avec quelqu'un qui est dans le même milieu que toi, qui est dans un milieu créatif? Est-ce que ça vous permet de vous booster l'un l'autre? Ouais, carrément. Je pense que Sam, il dirait pareil que moi. Je pense qu'on est très complémentaires. On aime les mêmes choses, on aime la belle image, on n'aime pas forcément les montages avec des trucs qui partent dans tous les sens. Il est passionné de cinéma, je suis passionné de cinéma. Moi, c'est ma première inspiration. On aime vraiment l'émotion et la belle image. C'est là où on a un peu notre force, c'est qu'on a ce point commun. Et ensuite, après, lui, il a une partie technique que moi, j'ai pas forcément. Et moi, j'ai la partie plus créativité, dans le sens où j'ai plein d'idées en tête. Des fois, j'ai des idées de choses qui sont même pas réalisables, mais je m'en rends pas compte. Mais disons que moi, je suis un peu la personne qui va essayer d'apporter des idées un peu du neuf, et Sam va être grave là en mode ok, ça va être possible, on va faire ça, ok, ça c'est un peu moins faisable et tout, et du coup on se complète vachement bien à ce niveau là et c'est vraiment cool.
quand tu as des idées qui te viennent, est-ce que tu les exprimes, est-ce que tu les proposes à Sam, même si tu penses que c'est pas forcément réalisable? Parce que moi, par exemple, j'ai l'impression que parfois j'ai des idées qui me viennent, mais j'ai une première barrière qui se met en mode ah ouais non mais ça va sûrement pas être faisable. Est-ce que toi, tu te poses pas la question au début de est-ce que c'est faisable ou pas? Tu proposes et tu vois ce que ça donne? Non, c'est vrai que je travaille souvent avec Sam sur des projets où on a besoin d'être plusieurs. Sinon, la plupart du temps, je travaille quand même assez souvent seul. Du coup, j'avoue que je fais un peu au feeling. J'ai envie de faire un truc, je vais tout faire pour le faire, ou je vais regarder comment je peux le faire. Après, maintenant, avec l'expérience, c'est des choses que je me rends plus facilement compte de savoir si c'est possible ou pas. Mais je pense à la vidéo du Japon. On est partis ensemble au Japon, donc on a fait une vidéo à deux, où on a fait et la réal et le montage à deux. Et qui s'appelle le Ukiyo, et justement moi ça m'y a fait penser quand tu disais on est tous les deux passionnés de cinéma et de belles images et d'émotions. Moi c'est exactement comme ça que j'aurais qualifié cette vidéo là quand je l'ai vue. C'est pas du tout du format YouTube conventionnel dans la vidéo de voyage. C'est une vidéo qui est, alors c'est court pour un film, mais c'est assez long pour une vidéo YouTube. Elle dure quoi, 10 minutes, 11 minutes? C'est ça, c'est 10 minutes. Et c'est vraiment, en plus c'est divisé en 4 chapitres différents, et il y a vraiment une émotion derrière. Il y a des plans qui sont longs, tu vois que c'est vraiment tu vois par exemple l'introduction qui est faite à la main, pas forcément au stabilisateur, mais qui est faite à la main, ça fait vraiment un aspect cinéma, donc ça m'a vraiment fait penser à ça. En fait on était parti, on avait déjà quand même un peu une idée en tête. En fait le but c'était de faire une vidéo à deux. On voulait proposer pas une vidéo de 2-3 minutes où on voit des beaux plans, on voulait proposer une sorte d'expérience avec différentes parties qui sont clairement assumées dans le sens où elles sont complètement différentes les unes des autres. Et du coup, on voulait par exemple avoir la vidéo se découpe en 4 parties. Il y a une première partie qui est plus cinématique, enfin pas cinématique, plus on dirait du cinéma en fait. La deuxième partie qui est cinématique, un peu voyage. La troisième qui est plus clip. Et la quatrième qui est un peu un best-of de tout le voyage avec ça envoie. On balance un peu tout. Et en fait, on avait quand même travaillé un peu en amont. Mais on savait tous les deux, on s'était quand même mis tous les deux d'accord sur ce qu'on voulait et le rendu qu'on voulait avoir. Et là on a été contents, c'est que du coup on a pu s'apporter ça tous les deux. Notamment je pense à la première scène, celle que tu parles, qui a été filmée à la main. On avait deux boîtiers, on avait mon A7 III et la FS5 de Sam. Et à la base, ce qui était prévu, c'était... alors on voulait vraiment ça, on savait pas ce qu'on allait trouver, mais on voulait vraiment cette scène avec l'entrée dans le train, etc. Et il se trouve qu'en fait on voulait filmer ça avec la 7.3, stabilisateur, tout ça. Et je regarde Sam, je lui dis écoute, tu vois pas le truc filmé à la main là, sans déconner, genre comme au cinéma quoi, avec un petit mouvement d'épaule et tout. Il me dit je sais plus comment c'est passé, mais il m'a dit un truc genre ouais ça serait stylé, mais il savait pas s'il allait pouvoir le faire. En plus c'est pas facile de filmer comme ça à la main avec une FS5 et d'avoir le bon point à chaque fois. Puis on teste, on se dit on n'avait pas beaucoup de temps parce qu'au final on dirait pas, mais il y a 9 arrêts dans le train. Du coup on avait 9 arrêts pour le faire, sachant qu'à chaque arrêt il s'arrêtait pas le même nombre de temps, donc du coup des fois il s'arrêtait pas, enfin bref c'était très compliqué. Et du coup on avait peu d'essais et on s'est dit bon allez on le tente, surtout que le train était vraiment parfait pour ce qu'on voulait faire. Et puis c'est passé, on a fait 2 essais et dès le deuxième essai on a dit c'est bon, c'est celle-là. Et il a grave géré pour le coup. Le plan on était trop contents du rendu et encore on n'était pas sur de la grosse prod, etc. Mais ça faisait justement une impression de voilà. Et justement, sur un point de vue technique, c'est comment au niveau de la stabilisation? Vous étiez avec un top handle? Non, là pour le coup, c'était caméra à la main, donc avec poignée de la caméra posée contre l'épaule. Okay. Et il marchait derrière moi et avec le mouvement du coup de l'épaule quoi. Mais s'il y avait vraiment rien pour le coup, c'est vraiment je pense que ce qui donne cet aspect là, c'est ces grosses caméras. Bon, la FS5 ça reste quand même une caméra qui est en longueur, donc qui permet d'être calé sur ton corps et de vachement pouvoir jouer là-dessus, contrairement à un A7 III où là si t'es à la main t'as pas le même mouvement. Ça bouge un peu trop, voilà. C'est peut-être un peu trop tremblant là, elle est plus lourde, elle a plus d'inertie, etc. C'est ça, exactement. Et autre question que je me suis posée justement sur cette scène là, comment vous avez fait? Est-ce que c'est un coup de chance que vous rentrez, tu t'assois et le train il part genre dans les 3 secondes quoi? Il part limite pile au moment où tu t'assois. Comment ça s'est passé? En fait la particularité de ce train c'est une petite anecdote qui est marrante, c'est qu'en gros il y avait peu de monde. C'est un train qui va dans le nord du Japon et il y a peu de monde qui prend ce train à part des locaux. On était les seuls touristes et du coup dans le train du coup on a fait peu de monde et du coup c'est un train qui s'arrête très peu de temps.
Et en fait, il y avait une personne non-voyante dans le train à ce moment-là. Et en fait, ça a été notre chance, c'est que en gros, cette personne a mis plus de temps à sortir du train. Il se trouve que les Japonais sont très, c'est des règles. On ne peut pas trop. En plus, ils comprennent pas forcément l'anglais. Difficile d'aller leur dire, est-ce que vous pouvez attendre un petit peu avant de repartir. Donc du coup, ils enchaînaient et on n'avait pas le temps de sortir. Ils se retrouvaient avec nos potes à l'intérieur du train qui partaient et nous sans nous quoi. Donc du coup, on a attendu que en fait cette personne sorte et a mis un peu plus de temps à sortir. Du coup, le chauffeur a attendu, ce qui fait que ça m'a laissé le temps de sortir. Du train, rentrer, et en fait les portes elles se ferment juste après ça, c'est ça qu'on voit pas. Et c'est vraiment un timing, et qu'on soit dans le train ou pas dans le train, les Japonais sont très, encore une fois, ils respectent les règles, et les règles c'est tu t'arrêtes, tu laisses 10 secondes les portes ouvertes, tu fermes. Donc du coup on avait cette pression de sortir, il vient derrière moi je marche en essayant d'aller assez vite pour rentrer comme si de rien n'était, et en fait c'était vraiment à tous les arrêts il faisait ça. Donc il ouvrait les portes, les gens sortaient, ça fermait et le train partait. Et c'est comme ça qu'on a réussi à se caler en fait aussi bien dans le timing en fait. Ouais, c'est le retour que j'avais eu sur les Japonais. Bah, apparemment, ils ont une rigueur incroyable, mais derrière, ils sont pas du tout flexibles et il y a limite rien qui doit déroger à la règle, quoi. C'est compliqué, ça veut dire que là, on arrive, on dit au chauffeur, est-ce que c'est possible ? Ils vont pas comprendre. Ils savaient même pas ce qu'on était en train de faire. Ils nous regardaient tous. D'ailleurs, on avait peur parce que je passe à côté de certains Japonais. Et j'avais peur que ça se voit sur la caméra que les Japonais nous regardent. Finalement, non. Et donc, c'est super bien passé. Et est-ce que dans tes tournages, des fois, tu vas voir des personnes tierces, des personnes qui sont pas du tout là avec toi, et tu leur demandes d'être un peu acteurs de la vidéo ? Est-ce que tu leur demandes de faire des regards vers la caméra, ce genre de choses ? Non, en vrai, c'est jamais arrivé pour le moment. Des personnes vraiment en dehors du projet, hein. Ouais, par exemple, je pense à la vidéo du Japon, dans la partie qui est un peu plus clip, avec les personnes qui font la choré. On a l'impression un peu comme s'il y avait peu un jeu de regard entre la caméra et les personnes qui dansent. En fait, on a eu encore une fois, mais c'est bizarre parce que j'avais dit à Sam, avec cette partie-là, c'était une partie que Sam tenait à voir dans la vidéo. Et on s'est dit, il nous faut des danseuses. Il nous faut des danseuses. On savait qu'au Japon, il y a beaucoup de gens qui dansent dans la rue comme ça. Et on n'était pas sûr d'en trouver et on savait pas qui contacter. Puis on se baladait dans la rue un peu pour chercher des choses à filmer. Puis on tombe sur ces danseuses. C'était plusieurs groupes de danseuses qui s'entraînaient. Et on commence à les filmer. Puis elles se sont prêtées vachement au jeu en fait. Elles ont vu qu'on les filmait. Elles sont jouées avec la caméra et nous après on leur a redemandé de danser si c'était possible. Elles ont refait une session où là du coup elles jouaient vraiment encore plus avec la caméra, c'était ouf. Et on était trop contents, on s'attendait pas à voir ça et c'était trop bien. Vraiment, elles ont géré. Ok, et au niveau de la préparation de tes vidéos, comme tu dis là, vous aviez un peu planifié les différentes parties, etc. Quelle importance tu mets à la pré-production et jusqu'où tu prépares le projet et jusqu'où est-ce que tu laisses une petite part de flexibilité ? En vrai, je fonctionne, les gens qui ont déjà travaillé avec moi et qui travaillent avec moi doivent s'en rendre compte, je fais vachement au feeling. Disons que pour moi la préparation du projet est quand même hyper importante. Là par exemple je suis parti, je sais pas si tu as vu la vidéo de Namibie. Oui, bien sûr. C'est une vidéo que j'ai rien pu préparer. J'ai su 3 jours avant que je partais, 3-4 jours avant, je savais pas ce qui m'attendait, je savais pas ce que j'allais voir, je savais pas où on allait aller, voilà, je savais vraiment rien. Et disons que cette vidéo j'ai dû la préparer après, c'est-à-dire que après coup je me disais ok on a eu ça, je peux raconter ça comme ça. Ok, et du coup je filmais un peu par exemple la scène du début où Steven m'annonce ce qu'on va faire. Elle est réelle, ça veut dire que je savais qu'il allait m'annoncer ce moment-là. On s'est dit vas-y on fait ce moment, on fait ce petit Skype où tu m'annonces le programme et je vais le filmer comme ça on va voir. Moi c'était vraiment authentique pour le coup. Et je savais pas si j'allais l'utiliser, peut-être que ça m'aurait même pas servi, mais je prends un peu les devants comme ça en me disant ok ça peut être sympa. Si je veux le tourner comme ça peut être cool. Et ce qui fait qu'après en montage, j'ai un peu le choix, on va dire, sur ce que je veux faire. Si j'avais eu l'occasion et si on était parti bien plus longtemps, j'aurais aimé pouvoir préparer le projet, bien sûr. Je trouve que ça a quand même un apport vraiment important qui permet de savoir quelle musique tu vas utiliser, quelle ambiance tu vas utiliser, quelle transition tu veux faire. Alors que quand t'es un peu comme là je l'ai été en Namibie, c'est vachement au feeling. J'essaie de filmer tout et rien à la fois pour essayer d'avoir le plus de contenu possible et pouvoir faire des transitions impossibles. Bon après moi je fais pas des transitions hyper compliquées parce que je suis pas fan de ça. Mais disons que
La préparation, je pense que c'est au moins 50% du travail. Ah ouais. Finalement. Par exemple, une vidéo comme le Japon, tu l'as préparé combien de temps à l'avance? Alors, à la base, on voulait pas forcément. C'était vraiment des vacances le Japon. Donc du coup, on s'est décidé assez tard à vouloir faire cette vidéo et puis on s'est dit vas-y, pourquoi pas la faire à deux et faire un truc vraiment cool plutôt que chacun notre petite vidéo de notre côté. Et du coup, on a travaillé sur ce qu'on voulait un peu raconter. Sur les, qui a déjà choisi les 4 musiques avant le début de la vidéo, donc c'est hyper important. C'est peut-être la chose la plus importante parce que au moins tu sais quelle ambiance il va avoir et du coup tu sais quoi filmer et comment. Ok, donc t'as déjà les musiques dès le début, quoi. Les musiques on les avait. Alors je fais pas ça toujours. Là c'était particulier parce qu'on avait le temps de le faire et que c'est un projet perso, du coup on va vraiment vers là où on veut. Sur des projets pro ou sur d'autres projets, des fois j'ai pas forcément l'inspi sur le moment et là je choisis la musique après et je fais le montage avant. Mais le fait d'avoir la musique, ça te permet vraiment d'avoir un mood dans ta vidéo à l'avance. En gros, par exemple la musique du début au Japon, on savait que ça allait être quelque chose de très cinématique qui va nous permettre d'avoir un truc où on va pouvoir faire des petits flashbacks sur ce qui s'est passé, etc. De jouer un peu là-dessus, d'avoir l'émotion. La musique après en mode clip, on savait que ça allait rendre ça avec les danseuses, on savait que ça allait déchirer à ce niveau-là. Donc c'est hyper important, je pense, d'avoir la musique avant, si c'est possible, mais c'est très dur en même temps. Donc je dis pas qu'il faut respecter ça à chaque fois, mais s'il y a possibilité de le faire, c'est bien. Tu vas pas filmer de la même manière sur une musique de Beyoncé ou sur une musique de Edith Piaf, tu vois. Bon, après c'est pas forcément des musiques connues qu'on utilise, mais c'est un exemple. Mais c'est ça qui est toujours un peu compliqué, je trouve, dans la vidéo, c'est que ta musique est dépendante de la vidéo et ta vidéo est dépendante de la musique. Donc c'est très difficile de trouver l'harmonie et de savoir est-ce que je commence par les plans, est-ce que je commence par la musique et comment faire tout ça. Parce que j'imagine que quand tu as sélectionné ta musique, tu n'as pas pris des musiques au pif, tu t'es déjà imaginé quel type de plan tu avais. Donc en fait, voilà, la musique qui dépend de la vidéo et ensuite ta vidéo s'est calquée sur la musique, quoi. Exactement, et c'est là où je suis du coup en même temps d'accord sur le fait de choisir la musique et en même temps aussi parfois perplexe, c'est que ça m'arrive aussi moi de très nombreuses fois où en fait j'ai besoin d'avoir filmé et d'avoir vu où j'étais pour être inspiré et me dire ok, par rapport à ce que j'ai filmé, par rapport à ce que j'ai vu, il faudra cette musique. Et du coup c'est vrai que c'est un peu délicat comme sujet parce que c'est exactement ce que tu dis. La musique amène la vidéo et la vidéo après amène la musique, donc disons que c'est un peu par rapport aux préférences et par rapport au feeling à ce niveau là. Après je peux avoir envie d'une ambiance particulière sur une vidéo, du coup d'avoir une idée de musique puis finalement de me rendre compte que c'est complètement différent de ce que j'avais pensé et partir sur autre chose. Mais si tu veux préparer en tout cas un truc vraiment pro avec des plans qui se collent parfaitement avec la musique, le mieux je pense quand même ça reste d'avoir la musique avant. Moi après de plus en plus j'ai envie de travailler avec des compositeurs pour pouvoir avoir les musiques adaptées à mes vidéos, mais c'est encore plus dur parce que les compositeurs ont besoin souvent des images pour pouvoir faire la musique, donc, donc c'est toujours le même problème. Moi je sais que la musique en fait m'inspire énormément, j'écoute beaucoup de musique, un peu de tout, beaucoup de musique de films, et j'ai des playlists que de ça et disons qu'en écoutant de musique je vais avoir de l'inspiration et je vais me dire ok je veux ça, ok je vois ça, ok avec cette musique j'imagine ça, et du coup c'est très dur pour moi de travailler sans musique, mais il y a des personnes pour qui justement c'est l'inverse. Et c'est marrant parce que c'est un truc qui est revenu assez régulièrement dans les créateurs que j'ai eus. La question que je posais justement, c'est celle à laquelle tu viens de répondre, c'est qu'est-ce que c'est pour toi ta principale source d'inspiration. Et y a Stéphane Couchou, Charles Chillet et Julien Fabreau qui ont sorti la musique en fait, ce qu'elle avec la musique, et là ils commencent à visualiser la vidéo derrière. Comment est-ce que tu as fait pour te former à la vidéo à partir du moment où, quand tu as commencé, est-ce que tu t'es formé, et si oui, comment est-ce que tu as fait? Je me suis formé tout seul, je suis autodidacte à ce niveau-là. J'ai fait, je vais même pas forcément dire YouTube parce qu'en fait, les logiciels de montage, selon ceux que tu prends, c'est pas forcément compliqué, tu connais. J'ai commencé avec des logiciels, je me rappelle même plus, je crois que c'était Windows Movie Maker, puis après je suis parti sur iMovie, et ensuite j'ai fait Final Cut, après je suis parti sur Adobe Premiere Pro et je suis retourné sur Final Cut. Et en fait, tous les logiciels de montage ressemblent un peu, la mécanique c'est toujours un peu la même. Disons que je cherchais à chaque fois, par exemple, ok là j'ai envie de faire ça, comment je vais faire, je regarde sur YouTube. Et en fait, pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir fait une école ou d'avoir fait des formations, tout se trouve sur YouTube assez facilement. Aujourd'hui, on a une chance énorme d'avoir Internet et d'avoir YouTube notamment.
où il y a des milliers et des milliers de créateurs qui proposent des tutos hyper bien détaillés sur comment monter une vidéo, etc. Pour moi, en tout cas, ça a été vachement... j'ai été autodidacte et j'ai appris avec Internet et par moi-même, en pratiquant, en montant. Par rapport à... J'ai fait beaucoup de montage dans ma vie. J'en publie pas beaucoup parce que je publie que ceux vraiment qui me tiennent à cœur. Il y en a beaucoup, c'est pour des clients. Il y en a beaucoup, je communique pas forcément dessus. Je fais beaucoup de vidéos de festival où, pareil, je les diffuse pas forcément parce que c'est pas les gens qui me suivent sur Instagram me suivent pas forcément pour ce genre de vidéos. Mais disons que pour moi, pour apprendre, faut pratiquer. Ouais, tu pratiques, tu montes, tu te fais une après-midi avec tes potes, tu fais un petit montage. Ce que je fais en fait aujourd'hui avec mes stories, des petits montages rapides où je m'éclate, c'est ce que je faisais finalement avant, mais c'était mes vrais montages, quoi, tu vois. En fait, ces petites stories que je fais, c'était vraiment, je me revois avant avec mes petites vidéos, sauf qu'à l'époque que je sortais une vidéo comme ça, j'étais en mode ouah, c'est trop bien, j'ai sorti une vidéo de vacances. Aujourd'hui, c'est mes stories en fait. Et l'avantage de la story, c'est que tu peux vraiment publier ce que tu veux, quoi. Et puis même si le truc est pas parfait ou si ça correspond pas bien à ce que t'as fait avant, c'est ça. De toute façon, c'est un truc qui reste 24 heures, donc... C'est ça. Puis c'est surtout que, au final, j'ai eu beaucoup de bons retours à ce niveau-là sur ces stories parce que ça change un peu de ce qui se voit. Et du coup, ça fait un petit montage et c'est agréable à regarder, je pense. Ouais. Mais c'est comme ça, en fait. Tu pratiques et tu montes. Et du coup, tu vas avoir envie de nouvelles choses. Tu vas regarder des inspirations un peu partout sur Internet. Tu vas te dire, ok, j'aimerais bien savoir faire ça. La plupart des choses que tu cherches, tu les trouves sur Internet, tu les trouves sur YouTube. J'ai jamais eu le problème de me dire, ok, comment on fait ça et que je l'ai pas vu sur YouTube avant, quoi. Carrément, moi je me suis formé à 100% pareil sur Internet, donc sur YouTube tu trouves vraiment tout ce dont tu as besoin. Si tu devais faire un ratio entre actuellement le temps que tu passes à te former sur la vidéo et le temps que tu passes à pratiquer, à faire des tournages et à faire des montages, est-ce que ça serait plus du 50-50? Est-ce que ça serait plus du 90-10? Non, je pense que c'est moins du 90-10. 90 tournage, montage, 90, pratique. Ouais, pratique. Okay. Parce que pour moi, c'est ce qui te fait le plus progresser. Après, c'est encore une fois, je pense que chacun a des avis différents à ce niveau-là, mais moi, je suis pas encore une fois quelqu'un qui va aller chercher à faire des montages avec des choses avec du 3D, avec des choses qui partent dans tous les sens. Et tu le vois dans le cinéma, hein, ce qui est compliqué, c'est pas le montage, c'est tout ce qu'il y a derrière. Tout se fait en direct. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéastes pratiquent vachement énormément de post-prod, alors que dans le cinéma, il y a énormément de post-prod parce que pour d'autres raisons, pour des effets spéciaux, pour de la retouche, mais disons que dans la prise de vue, c'est la plupart du temps c'est fait juste à la main, quoi. C'est juste que faut avoir ce matériel là pour prendre ce type de plan, faut faire comme ça, faut accrocher sa caméra à ça, faut la tenir comme ça et ça tu l'apprends pas avec forcément avec des vidéos YouTube, tu l'apprends en pratiquant, en essayant. Enfin, il y a plein de personnes qui font leurs vidéos à la main, qui arrivent à faire des travelling de ouf avec juste une caméra que tu poses sur un skate ou j'en sais rien, tu vois. Mais disons que pour mon style de vidéo à moi, j'ai pas besoin de passer 50% de mon temps à apprendre à faire de la vidéo. Disons que les bases de la vidéo, je les connais, je sais comment faire un cut, je sais ce que je veux raconter. Et après, comme je vais pas chercher des trucs hyper compliqués, j'ai pas besoin d'apprendre forcément de nouvelles choses vraiment en termes de montage. Bien sûr, après, si jamais j'ai une envie et que j'ai envie d'apprendre à le faire, je vais aller regarder sur YouTube ou je vais trouver un moyen, demander à des gens. Maintenant, les vidéastes, on est quand même un cercle assez petit malgré tout, à vraiment travailler dans la vidéo. Et du coup, tu as besoin de quelque chose, tu vas demander. Mais... Et est-ce que pour toi, du coup, une des qualités essentielles, c'est l'improvisation et la débrouillardise sur le terrain? Ouais, c'est important. Plus que les connaissances? C'est important. En fait, moi, si j'ai une vision des choses un peu... Après, c'est parce que je suis autodidacte et je pense que des techniciens ne diront pas forcément la même chose. Mais des personnes qui sont allées à l'école, c'est comme l'école, pas forcément pour de la vidéo, mais ça t'apprend les choses d'une manière que tu vois pas pareil quand tu es tout seul, quand tu apprends tout seul. Et je pense que ça te ferme un petit peu à certaines choses, à du corporate, à un style de vidéo particulier, plutôt que quand tu apprends tout seul et que tu as tes idées. Par exemple, moi je sais que je fonctionne vachement comme ça, j'adore le cinéma et ça m'inspire énormément et mes inspirations viennent du cinéma plus que sur des vidéos YouTube ou des youtubeurs. Et du coup, j'ai une envie, j'ai un feeling, je me dis ok, ça je veux le faire comme ça. La vidéo de Namibie, quand je la raconte au début un peu en voix off avec le démarrage un peu, on dirait un film justement, ça vient pas de vidéos que j'ai vues sur YouTube, ça vient de films, c'est des inspirations qui viennent de partout.
Et j'avais envie de le faire comme ça et je me suis dit écoute, on va faire en sorte que ça rentre bien et on va voir. Puis j'essaye et c'est pas compliqué, c'est une voix off, des plans, des cuts bien placés et il y a rien de compliqué là-dedans, tout le monde peut le faire. Faut vraiment oser en fait et je pense que c'est là où c'est important de pas avoir une cloison en fait et dire ok le montage ça doit être comme ça, on doit procéder comme ça. Après je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de ça, moi je sais que je suis pas du tout comme ça et c'est peut-être aussi un défaut dans certains cas, dans certains moments je vais peut-être avoir plus de mal à avancer que d'autres personnes mais disons que je fonctionne vraiment au feeling. C'est une des particularités de mon travail, j'ai besoin d'avoir cette liberté devant moi pour pouvoir créer correctement. Et est-ce que ça t'arrive d'avoir des phases de doute ou des phases de blocage, des moments où tu te dis tiens là je sais pas du tout quoi faire? Ouais bien sûr, c'est pour ça que je mets autant de temps à sortir mes vidéos et que je les tease et qu'en fait mes vidéos parfois elles sont faites, c'est là où je communique pas forcément dessus. Elles sont finies, elles sont faites, sauf que je les sors pas parce que j'en suis pas content. Je suis hyper critique avec moi-même et parfois je les sors juste parce que je suis obligé de les sortir. La Namibie c'était un peu ça et je me dis il faut que je la sorte un jour, sauf que si ça tenait qu'à moi j'aurais passé encore une semaine sur la colo. Ah ouais. Je l'ai refaite, cette vidéo je l'ai remasterisée au moins je sais pas au moins 5-6 fois. Donc changer les musiques, changer le montage, changer la manière dont c'est raconté. Ah ouais carrément tout. Là les États-Unis j'y suis parti en octobre. J'ai fait le montage, j'ai fait un premier montage, ça me plaisait pas. C'était fini hein, mais ça me plaisait pas, du coup je suis reparti sur autre chose et là je sens que je suis sur une phase où je commence à voir un peu parce que mon œil d'il y a 6 mois il est pas pareil que celui de maintenant et mes goûts pareil et mes goûts évoluent vite, ce qui fait que là je sens que je commence à trouver ce que j'ai envie de raconter avec cette vidéo aux US et du coup je commence à retravailler dessus et la remasteriser un peu et je me dis putain il y a moyen de faire un truc cool en faisant ça. Et du coup c'est pour ça que je prends vachement de temps sur mes vidéos et parce que je suis jamais content, je sors mes vidéos mais ça je pense que c'est quand même beaucoup de vidéastes, j'en peux plus, je peux plus l'avoir. Bah oui parce que tu l'as regardé une quarantaine de fois voire plusieurs centaines de fois d'affilée quoi. C'est ça, mais je pense que je l'ai vu au moins 1000 fois celle de la Namibie à regarder en boucle, ça veut dire que je la regarde 6 fois sans rien faire, sans rien toucher, 6 fois je la regarde juste pour voir tous les trucs qui me gênent, je note tous les trucs qui me dérangent puis je les bouge, mais de bouger cette chose là ça me fait bouger d'autres choses. Et je me dis ok là j'aime pas comment c'est amené, j'aime pas comment c'est raconté là, du coup je vais le bouger, je vais le mettre là, est-ce que ça va apporter en termes d'émotion ou autre chose, ouais ok c'est bien, je vais tester de rajouter de la voix off là, non ça m'a pris 2 heures à la faire, ça m'a pris 2 heures à la caler, mais finalement je suis pas convaincu, je l'enlève. Donc en fait j'ai une vision disons que à ce niveau là j'ai pas envie de compter le temps de travail que j'ai dessus, je suis pas en et j'espère ne jamais l'être, j'ai vraiment pas envie de compter le temps et me dire ok faut que je fasse vite. Faut que je sorte une vidéo par semaine, je pourrais pas faire ça, je serais pas du tout content de mon travail et du coup j'aurais pas envie de le faire. Et je pense que c'est un des points sur lesquels je donne le plus d'importance, c'est de rester passionné et d'aimer ce que je fais et de prendre du plaisir à le faire. À partir du moment où je prends plus de plaisir à le faire, je fais des pauses, j'essaie de me libérer un peu l'esprit. Tu vois par exemple les US c'est ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas content de cette vidéo et tu peux pas enchaîner bêtement et refaire tout d'un coup. Donc faut penser à autre chose, voir d'autres choses, faire d'autres montages, puis revenir dessus un peu plus tard et dire ok, est-ce que j'ai évolué, est-ce que j'ai trouvé ce qui va me déranger vraiment dans cette vidéo, comment je peux le résoudre, etc. Et c'est comme ça que je fonctionne et c'est pour ça que je mets 2 ans à sortir des vidéos. Je rigole vachement là-dessus parce que je sais que les gens doivent penser ça et que je tease parce que je suis tout excité et que j'ai des images de ouf mais que je peux pas la sortir comme ça. Bah justement, j'allais te demander combien de temps tu mets à peu près pour un montage. Bon, j'imagine que ça varie énormément entre les projets. C'est ça, j'ai répondu à une question aujourd'hui justement où les gens me disaient ça. Après, quand c'est pour du pro, c'est différent. Pour du pro, je vais faire en sorte, et encore j'ai quand même du mal et je me force, je vais faire en sorte qu'il y ait des délais forcément, que je mets d'abord, je me mets d'accord avec le client quoi. Mais je sais que si j'avais plus de temps, je pourrais faire encore mieux. Et du coup, c'est toujours comme ça. Il y a des gens qui fonctionnent plus en mode faut le faire rapidement. Faut y aller. Je mets ma musique, je mets mes plans, je mets mes cuts, pam, c'est bon, c'est envoyé. Le client va être content. Moi, en fait, je veux pas que le client soit content, je veux être content. Et c'est ça le problème. Et souvent, c'est ce qui fait que ça me prend vachement de temps. Et souvent, c'est ce qui fait que je communique pas forcément sur mes vidéos parce que je fais pour mes clients parce que elles sont bien, mais j'aurais voulu qu'elles soient beaucoup mieux et j'ai pas envie de communiquer forcément dessus ou pour moi ça m'apporte pas forcément grand chose. Mais je vois par exemple j'ai un client avec lequel je travaille avec mon équipe, le Paléo Festival, c'était une vidéo par jour et ça pour moi c'était
c'était un énorme challenge parce que je devais avoir des plans de la journée et monter la nuit jusqu'au matin et sortir le lendemain matin. Et ça, pour moi, c'était une torture. Je devais faire en sorte de faire rapidement. Mais on est content, on a été content du résultat. Ça pendant combien de temps? C'était 7 jours. 7 jours. 7 jours de festival. Donc il y avait 6 vidéos, des petites vidéos. Et à la fin, on sortait une grosse vidéo avec tout. Et c'était un rythme très très compliqué, mais tu comptes pas les heures. Faut pas... Ouais. En fait, c'est vraiment... c'est là où c'est important d'être passionné, je pense, de ça et d'aimer ça. C'est que là, dans ces moments-là, tu dors pas, quoi. On dormait 2-3 heures par nuit. On allait se coucher, il était 9h. On prenait le petit-déj avant. On allait dormir 2-3 heures. On se réveillait et bam, on allait... et t'enchaînes direct. Et là, dans ces cas-là, pour revenir sur ce que je disais, dans ces cas-là, oui, bien sûr, j'ai pas le choix de mettre des deadlines. Mais pour du perso, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ok. Et du coup, tu parles de passion. Qu'est-ce qui te plaît dans le domaine de la vidéo? Dans la vidéo, c'est toute l'émotion que tu peux transmettre à travers une image, en fait. J'aime beaucoup l'émotion dans une vidéo, en fait. J'aime beaucoup pouvoir parler juste avec une image. Pour moi, à la base, c'est vraiment un moyen aussi d'avoir des souvenirs. En fait, on dit souvent on m'a demandé, parce que j'ai commencé par le voyage, est-ce que tu arrives à vraiment profiter de ton voyage? Tu filmes tout le temps, tu as ta caméra, etc. Je pense que les gens qui ont voyagé avec moi verront que j'ai pas tout le temps ma caméra. De plus en plus, je sais ce que je dois filmer, je sais ce que je dois pas filmer. Ou même si elle est dans ma main, voilà quoi, tu le vois pas forcément. Puis après, t'as ceux qui vont me dire ah mais arrête, pas besoin de filmer, là, arrête, lâche ta caméra. Mais quand je leur ressors un an plus tard la vidéo, bah ils sont hyper contents parce qu'en fait, ces souvenirs que tu as grâce à la vidéo, que tu peux mettre en image avec de la musique, avec de l'émotion et que t'arrives un peu à te rappeler de ce moment. Bah tu l'as pas si tu l'as pas filmé en fait. C'est cool de se dire ouais mais les souvenirs tu les as dans la tête. Sauf que par exemple j'ai vécu 9 mois en Australie, je me souviens pas de la moitié je suis sûr de ce qui m'est arrivé. Ou alors faut que j'y réfléchisse vraiment en mode ok ah ouais c'est vrai qu'on avait fait ça à ce moment là. Ah ouais mais tu vois j'ai aucun moyen de me rappeler de ce que je ressentais à ce moment, de l'émotion que j'avais. Et pour moi la vidéo c'est avant tout ça, c'est pouvoir enregistrer des moments de ta vie et de les garder en vidéo en fait, tu vois, d'avoir les images et de te rappeler en fait ce que tu ressentais à ce moment-là. Et c'est avant tout ça qui me fait kiffer dans la vidéo, c'est pouvoir juste avec une image, une musique retranscrire de l'émotion. C'est hyper important. Ok. Et tout à l'heure tu parlais de tes projets actuels avec tes clients que tu partages pas sur les réseaux, que tu fais notamment avec Sam. Ouais. C'est dans quel domaine? Tu fais de la vidéo de festival? T'as d'autres domaines aussi? Ouais, je fais du festival, je fais aussi du corpo, j'ai fait pour des écoles de commerce, etc. Je fais pour de l'immobilier, ça peut être pour du sport, pas mal de sport, du golf, de la boxe. Là j'ai des projets qui arrivent notamment de ça, de la danse. C'est assez varié. En fait, de plus en plus, les entreprises se communiquent via la vidéo. Donc même des fois, j'ai déjà eu des entreprises qui créent un événement pour leurs clients et du coup ils emmènent leurs clients à un event de voiture ou autre, etc. Ils t'appellent, j'ai besoin d'avoir une vidéo pour les clients, donc c'est une vidéo qui va même pas être diffusée sur leur site, etc. C'est une vidéo qu'ils envoient à leurs clients, du coup t'as pas mal de vidéos de ce type là. Après t'as tout ce qui est en vidéo, t'as tout ce qui est mariage. Moi je fais pas trop. En fait le mariage c'est particulier, je trouve que c'est un moment hyper important dans une vie et en fait pour moi faut forcément un gros budget parce qu'il faut être plusieurs. J'irai jamais à un mariage tout seul. Je sais même pas, on me proposerait de le faire, on me dirait voilà j'ai ce budget là, tu peux le faire. Je dirais non parce qu'en fait pour moi tu peux pas tout seul par exemple filmer un mariage, enfin c'est compliqué. Je sais qu'il y a des gens qui le font, mais t'as tellement de scènes importantes et de choses importantes à capter en même temps qu'il faut mettre minimum 2 pour moi. Et souvent les gens n'ont pas forcément le budget et malheureusement on peut pas dire oui à tout. Et si quelqu'un nous dit bah voilà on a 200-300 euros pour filmer un mariage, c'était 200-300 euros, ça va être 3 jours de mobilisé pour le mariage, plus après 1, 2, 3 semaines selon comment tu montes de montage. Et malheureusement des fois les clients comprennent pas qu'on doit gagner notre vie et que c'est pas forcément facile parce que oui on a beaucoup de temps libre mais justement on a beaucoup de temps à garder pour pouvoir créer, pour pouvoir chercher de l'inspi, pour pouvoir c'est pas juste on arrive, on enchaîne, on fait une vidéo, on a fini, on prend une autre et voilà quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a des types de vidéos que je fais pas forcément, pas parce que j'aime pas ça mais parce que c'est difficile de trouver des
des personnes qui sont prêtes des fois à mettre de l'argent dans un projet de ce type par exemple. Ouais. Et surtout à se rendre compte de l'envergure de ce que ça demande. Moi, j'ai déjà eu des gens qui me proposent par exemple une vidéo de mariage et je leur propose un montant, ils disent quand même tout ça pour une journée de travail. Et tu dis en fait la vidéo ne se fait pas toute seule. C'est ça, c'est une journée de travail, c'est de l'inspiration, c'est de la force, parce que c'est quand même moi ce que je dis c'est que quand tu fais une vidéo on pense que c'est forcément facile, mais c'est des heures et des heures de recherche, d'inspi, donc ça te prend de la force au final, ça te prend de l'inspiration, ça te prend de la créativité que tu peux avoir sur un autre projet. Ensuite il y a tout ce qui est matos, le matériel, on filme avec du matériel qui vaut parfois 10, 20, 30, 40 voilà. Ça faut l'amortir parce que le matériel il faut le changer, donc une caméra que tu as acheté 3000 balles avec des objectifs à 3000 balles et que tu dois changer l'année d'après parce qu'il y a des nouvelles choses et que tu dois rester pas à la mode, mais tu dois rester en tout cas à la hauteur de tout ce qui se fait. Voilà, la pointe de la technologie. Mais c'est sûr que là, si tu te retrouves en 2020 et que tu as ton 5D Mark III, il était bien il y a 6 ans, mais... c'est ça. Donc c'est du matériel à utiliser, c'est du matériel qui vaut de l'argent, c'est des risques aussi, parce qu'à chaque tournage, tu peux... ça m'est arrivé de cracher mon drone, le client il va pas te dire je te repaye ton drone. Non, c'est un drone de cracher, c'est 2000 €. Donc c'est pour ça que c'est parfois un combat qui est un peu compliqué, mais si tu commences à vraiment travailler pour toi et faire, je pense, les projets qui te plaisent, je pense que ça se voit et disons que les clients vont vraiment venir vers toi pour ce que tu fais et à partir de là, du coup, ça sera plus facile pour toi. Tu parlais de t'inspirer, le temps nécessaire pour t'inspirer. C'est quoi pour toi les meilleurs médias avec lesquels tu t'inspires? Tu parlais de cinéma tout à l'heure, peut-être les vidéos sur YouTube. C'est quoi pour toi ta principale source d'inspiration? Moi, alors j'adore YouTube, mais je suis pas forcément hyper fan du format YouTube en vidéo. C'est toujours un petit peu too much, un peu trop YouTube. Et du coup, en vrai, c'est ça, ma principale source d'inspiration, c'est le cinéma, en règle générale. J'adore les films et je trouve que tu trouves vachement d'inspiration à travers du film. Et sinon, il y a de très très bons créateurs sur Instagram, il y a des talents énormes et c'est pas des personnes qui sont forcément très connues. J'ai du mal carrément à dire leur nom à chaque fois parce que j'ai leurs photos en tête, j'ai leur nom en tête d'Insta, mais c'est souvent des pseudos. Mais c'est des créateurs qui n'ont pas forcément des milliers et des milliers d'abonnés, mais qui sont tellement talentueux. Et tu comprends pas comment ils peuvent avoir si peu d'abonnés. Après, c'est parce que c'est pas de l'influence, c'est pas du divertissement, c'est vraiment de la vidéo pure et c'est des vrais réals en fait. Et ces mecs-là, ils sont hyper inspirants. Il y a de l'inspiration de ouf à trouver sur Instagram. Justement, vu qu'on est dans ce thème, il y a une question que je pose à chaque fois. À chaque fois, les invités ont un peu du mal à répondre, mais je te la pose quand même. C'est pour toi, c'est qui la personne que tu trouves la plus créative? Alors, ça peut être dans le domaine de la vidéo comme dans un autre domaine, mais une personne si tu devais citer une personne qui t'impressionne par sa créativité. Dans le milieu de la vidéo? Peu importe. Ça veut dire que ça peut être de tout. Attends, on est d'accord. Ça peut être un musicien, ça peut être n'importe quel domaine. Ouais. Ok. Je vais peut-être en énerver certains, mais pour moi Kanye West, en termes d'artiste. Kanye West. Kanye West en termes de création, je le trouve incroyable. Même si on peut ne pas aimer la personne, je trouve que artistiquement parlant, c'est quelqu'un qui a poussé son art à son paroxysme. Ok. Bon c'est cool parce qu'à chaque fois les vidéastes me citent un vidéaste alors que je dis c'est n'importe quel domaine. Ouais là du coup j'ai voulu partir sur autre chose. J'aime vraiment la musique, encore une fois, la musique et le cinéma pour moi c'est deux ensembles. Par exemple j'entends de musique, ça va vraiment m'inspirer, donc je pense que c'est pour ça. Là, pour le coup même si je suis pas musicien, je fais pas de musique, je trouve que c'est aussi important pour moi la musique que la vidéo. Ok. Bon, du coup, la question philosophique du podcast, j'espère que tu étais bon en philo. C'est quoi pour toi j'ai eu 16. Ah, pas mal. Ouais, on va voir si tu le mérites. Qu'est-ce que c'est pour toi que la créativité, au sens large? Qu'est-ce que ça représente? Ok, j'ai combien de temps pour réfléchir? Qu'est-ce que c'est que la créativité? C'est de créer. Non, c'est le mec qui a pas de réponse. Ouais, non, mais ça peut être il y a pas forcément besoin que ça soit une réponse complexe.
je pense que je l'ai la réponse. Je pense que pour moi la créativité, c'est d'avoir de la créativité ou de la créativité. La créativité. Ok. Je pense que c'est de savoir créer avec tout et rien à la fois. Disons que genre je te mets dans un endroit, dans une pièce avec rien et t'arrives à me créer quelque chose. T'arrives à me trouver des idées, t'arrives à... Tu sais, dans n'importe quel contexte, dans n'importe quel moment, dans n'importe quel moment de ta vie ou ce que tu veux, t'arrives à avoir des idées et à créer quelque chose. Et pour moi c'est ça réellement la créativité. C'est de pouvoir, d'avoir ce pouvoir de créer dans tous les moments de ta vie. Ok. Et dans n'importe quel contexte. D'accord. Et est-ce que tu as des moments dans ta journée ou dans ta vie où tu te sens plus créatif que d'autres? Est-ce qu'il y a des moments où tu as plus d'idées? Ouais, mais je n'arrive pas encore à savoir quand c'est un problème. Des fois ça va être le soir, mais c'est pour une raison simple, c'est que souvent le soir t'as moins de choses qui t'attirent. T'as moins de personnes qui sont éveillées, qui peuvent te parler, tu te focuses sur ton travail. Mais en termes de créativité, ça va vraiment dépendre des moments de la journée. Je vais être des fois comme ça, assis à écouter de la musique, puis là, bam, je vais avoir un élan d'idées et de création, enfin de créativité qui va me dire, ok, là, faut que j'aille monter. Et là, bam, je vais sortir un teaser. Souvent, c'est souvent ça. Et là, je vais, oh bon, maintenant, faut que je monte la vidéo. Bon, il me manque encore des choses. Je vais réfléchir. Hop, et du coup, mais disons que j'ai pas encore de moment vraiment défini dans la journée. Ça va vraiment dépendre de mon mood à moi, de comment je me lève le matin, des idées, de ce que je vois. Je vais voir un film, ça va me dire putain ouais mais c'est trop bien, ça va me donner des idées sur quelque chose. Donc c'est vraiment ce que je vais voir dans ma journée, dans le quotidien, ce que je vais vivre, qui va me donner mon inspiration. Ok. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Donc parce que je sais plus, tu avais donné ton âge en intro, il me semble que tu as 26 ans. Ouais, non, j'ai pas donné, mais j'ai 26 ans, je crois que je l'ai pas donné. Ouais. Ok, et comment est-ce que tu te vois du coup à 36 ans? À 36 ans moi, ce qui me ferait vraiment rêver, ce serait de pouvoir faire de la grosse production, enfin de faire que ça en fait, de pouvoir avoir mon équipe, avoir ma boîte de production, de pouvoir travailler avec mes potes comme Sam, Tristan Burdin, je sais pas si tu connais, des réals qui sont de très bons amis à moi et de pouvoir travailler avec eux sur des projets à chaque fois. Travailler seul c'est particulier, j'aime bien parce que ça permet vraiment d'avoir ta liberté, mais si je pouvais avoir le budget à chaque fois de pouvoir emmener quelqu'un avec moi, je le ferais. Parce que pour moi je suis pas en mode ce que je fais c'est ce qu'il y a de mieux et je suis vachement à l'écoute des autres et d'avoir un autre œil, d'avoir d'autres idées, d'avoir un autre cerveau qui est là pour te dire ok ouais c'est bien ton idée mais putain on pourrait le faire comme ça et bah ça sera peut-être beaucoup mieux que ce que toi t'avais fait à la base. Donc je trouve que tu as plusieurs, t'es plus fort et c'est hyper important je pense de pas être solitaire à ce niveau là et surtout tu vas plus loin, tu vas toujours aller chercher plus loin. Donc moi en fait ouais, pour revenir sur ta question parce que je m'égare un peu, dans 10 ans ouais ça serait d'avoir ma boîte de production et pouvoir faire du court métrage, long métrage, reportage, en tout cas des gros projets ou même de la pub ou voilà. Ok. Ouais, quand tu parles de partager avec d'autres créateurs, c'est vrai que par exemple la vidéo sur la Suisse dont je parlais en intro, vous étiez partis, il me semble, entre 4 créateurs. C'est ça, ouais. Il y avait Zimi Dakid, donc qui est suisse, qui nous a invités chez lui, que j'ai rencontré via Instagram d'ailleurs, qui est devenu maintenant un très bon ami à moi, qui est très talentueux dans son domaine. Ouais. Après il y a Alexandre qui lui fait de la photo, mais c'est de la passion. Et après il y avait Follow My Pass, donc je donne les noms Instagram pour ceux qui connaissent. Si vous voulez aller checker. Et du coup, voilà. Est-ce que faire un voyage à plusieurs, mais avec d'autres créateurs, c'est différent que faire un voyage à plusieurs, mais avec des gens qui sont étrangers au milieu de la photo, de la vidéo? Ouais, c'est carrément différent. C'est carrément différent parce que t'as moins peur de saouler. T'as toujours un peu cette peur d'avoir ta caméra et de saouler les gens parce que après bizarrement, moi j'ai voyagé avec des potes qui finalement aimaient beaucoup, alors qu'ils sont pas dans la vidéo photo, qui finalement aimaient beaucoup voyager avec nous parce que en fait tu dois le savoir aussi dans tes voyages, on a une manière de voir les choses qui est du coup limite plus intéressante. En fait, ce que je disais, quelqu'un de lambda va aller par exemple voir un spot, une cascade dans la journée pour la voir, histoire de dire il l'avoir vu, voilà, il va aller par exemple voir la cascade, il va la regarder, il va rester 10 minutes devant, il va prendre quelques petites photos et il va s'en aller. Nous on va pas penser comme ça, mais tu dois le savoir toi aussi. On va regarder d'ailleurs à quelle heure c'est le mieux pour y aller. Donc, pour la vidéo le mieux c'est d'aller le matin.
c'est là où il y a le moins de monde. Donc tu vas aller à un moment où le spot il sera vide, quasiment vide en tout cas, avec une light de ouf, donc golden hour de préférence. Puis le spot, tu vas le voir dans tous les angles. Ça veut dire que tu vas pas arriver et dire je l'ai vu et tu vas rester, tu vas regarder quel angle est le mieux pour ta vidéo, tu vas analyser les endroits, tu vas changer de place. Donc au final, cet endroit que tu aurais vu 10 minutes normalement sans ta caméra, bah tu vas le voir beaucoup plus longtemps avec ta caméra et du coup bah tu vas limite plus profiter du spot parce que tu vas pas passer 2 heures sur le spot à filmer. Tu vas être là, tu vas regarder, putain c'est joli, ok bah attends je vais me mettre là-bas et du coup bah au final je trouve que tu profites limite plus de l'endroit. Ouais, parce que tu varies plus les angles. C'est ça, on était aux États-Unis, on s'est fait avoir parce qu'on s'était pas assez renseigné, on était à comment ça s'appelle, Monument Valley. On est resté 3 fois du coup, enfin on est resté 2 jours à la place de juste une fois au spot où on voulait aller parce que à chaque fois on n'était pas à la bonne light et du coup bah on se disait putain non finalement c'était pas à cette heure là qu'il fallait y aller et du coup on restait des nuits supplémentaires, mais ce spot du coup on en a vraiment profité et aujourd'hui j'ai plein de souvenirs là-bas, plein de photos, plein de trucs et c'est hyper cool. Mais je pense du coup que voyager avec des gens qui font de la vidéo aussi, ça te permet vraiment d'être on va dire vraiment libre en termes d'état d'esprit. T'as pas peur d'embêter les gens, t'es vraiment voilà, tu sais qu'ils vont aimer les mêmes choses que toi. Maintenant je pense qu'il faut partir avec des gens qui sont vraiment pour le coup dans le même état d'esprit que toi et qui aiment les mêmes choses que toi. Ce qui était bien avec Sam, c'est que comme on aime la même chose, on cherche la même chose et on veut faire la même chose. Si t'es avec quelqu'un qui fait pas du tout pareil que toi, bah peut-être qu'il va avoir des envies différentes, mais bon, c'est vrai que c'est cool de voyager avec quelqu'un qui crée, tu vois comment il fait, tu vois comment il fonctionne, comment toi tu fonctionnes, puis tu peux réussir à trouver un petit équilibre, de dire ah ouais ça c'est pas mal ce qu'il fait, bah je vais faire ça, et ouais c'est ça te permet vraiment de progresser je pense, même si c'est quelqu'un qui est moins bon que toi techniquement, même si c'est quelqu'un qui t'as toujours quelque chose à prendre chez les autres et à donner, c'est ça, t'as toujours, je pense qu'il n'y a pas de lui il a 200 000 abonnés sur Insta, il fait de la vidéo depuis 25 ans, il va que t'apprendre des choses. Non. Tout le monde peut s'apprendre des choses, même des personnes qui font... Genre, c'est bête, hein, mais des fois je suis avec des amis qui font pas de la vidéo, et avec leur regard extérieur, complètement, ils vont me dire ah putain, mais t'as vu ça, tu peux peut-être le faire comme ça. Et là tu fais bah ouais, c'est vrai, bah moi j'y ai pas pensé. Et là tu te dis merde, je suis une merde en fait, j'ai pas pensé à ça. Non mais tu vois ce que je veux dire, en gros, carrément. Tu peux apprendre des trucs à quelqu'un, mais cette personne a toujours aussi quelque chose à t'apprendre. Est-ce que quand on te fait une critique sur une vidéo, par exemple on te dit ah ça, est-ce que tu devrais pas plutôt le faire comme ça, est-ce que ça tu devrais pas changer comme ci, est-ce que tu arrives à bien le prendre, est-ce que tu arrives à suffisamment mettre ton ego de côté pour te dire même si la personne n'y connaît pas grand chose au monde de la vidéo, est-ce que tu arrives quand même à suivre leurs conseils, à écouter au moins ce qu'ils ont à dire? Ouais, bah en fait, comme je suis jamais content et satisfait de mon travail, je demande énormément d'avis à mes proches. Quand je dis mes proches, je dis vraiment ma famille proche, donc ça va être mes amis, ma famille, etc. Et du coup, c'est important, je pense, d'avoir des avis extérieurs comme ça, et c'est important de savoir prendre en compte ces avis-là, parce qu'au final, la vidéo, c'est pas juste des créateurs ou des vidéastes qui vont la voir, c'est aussi des gens comme tes potes, comme ta mère, donc d'avoir leur regard à eux est hyper important. Et il faut jamais se dire ouais, ils font pas de la vidéo, leur avis c'est de la merde. C'est ce qui est limite le plus important, parce que dans ton entourage, t'as 2% des gens qui font de la vidéo et photo, et le reste c'est des gens qui font pas ça quoi. Donc du coup c'est... Alors que pourtant se dire ouais ils font pas de la vidéo, leur avis c'est de la merde, c'est peut-être le premier réflexe et la première façon de te protéger que tu peux avoir quoi. Ouais, et je pense que c'est pour ça que c'est hyper important d'être autocritique et d'être assez... de rester vachement modeste à ce niveau-là, de se dire ouais je fais de la vidéo, ouais je fais de la photo, mais j'ai pas pour autant... tu vois, la science infuse. Alors après, bien sûr, des fois, tu vas avoir des personnes qui vont te dire ouais, mais ça, j'aurais fait ça comme ça. Et si la personne te dit un truc qui s'y connaît pas du tout, et elle te dit un truc qui est pas possible, ou alors qu'elle a pas du tout les mêmes goûts que toi, et que tu trouves que c'est pas de bon goût, c'est différent. Tu peux lui dire ok, ben non, là, tu comprends pas ça, bah voilà, je te l'explique, j'ai fait ça pour ça. Et voilà, mais il faut aborder la chose intelligemment. Faut pas dire oh non, t'es nul, tu fais pas de la vidéo, tu sais pas pourquoi j'ai fait ça. Faut lui expliquer. Faut dire voilà, non, j'ai fait ça. Ça m'est arrivé, hein. J'ai fait ça parce que c'était pas possible autrement et parce que voilà, j'ai pas pu ça. Et quand quelqu'un me dit ah ouais, mais là regarde, t'as vu, t'as ça, est-ce que t'as fait gaffe à ça? Et des fois, ouais, tu dis ouais, c'est vrai, t'as raison, et tu vas changer. Et du coup, c'est important de prendre de l'avis de tes proches, de tes amis, et de pas forcément te fier à un seul avis, de plusieurs. C'est là où ça va être le plus important. Parce que bien sûr, tu peux avoir une personne qui a pas du tout les mêmes goûts que toi et qui va dire ouais, j'aime pas, alors que c'est très bien. Mais
Mais c'est comme le cinéma, au final c'est fait par des professionnels, mais le public, c'est pour des gens qui n'y connaissent rien, donc il faut que ça soit lisible et compréhensible, et que ça plaise à des gens qui sont pas forcément du milieu, quoi. Exactement. Et tu peux pas arriver, et c'est comme si un réalisateur il faisait un mauvais film et qu'il disait oh non, de toute façon tu fais pas de film, donc qu'est-ce que tu parles avec moi? Non, enfin ça marche pas comme ça malheureusement, et c'est hyper important, et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pas assez comme ça d'ailleurs, je pense, qui sont très en mode et je pense que ça va pas les aider, et ils s'en rendront compte d'un jour ou l'autre. Après je cite personne, hein, mais dans la globalité je pense que tous les gens sont un peu comme ça quand t'es dans un domaine qui te concerne toi, et que les gens critiquent sur quelque chose alors qu'ils ne connaissent pas forcément, tu vas avoir tendance à te braquer et te dire ah, tu connais rien. Pour moi c'est pas le bon état d'esprit, mais voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Yes, carrément. Et du coup, vu qu'on en est on est revenu un peu sur le cinéma, si tu devais me citer ton film préféré, ou peut-être un top 3 de tes films préférés. Ouh là là, c'est dur. Il y a tellement de films. Je vais essayer de te choper. J'ai des réals préférés. J'ai Tarantino, pour moi c'est une énorme ref. Ouais. Dans Tarantino, je dirais un petit Django. Django, je trouve que ce film est parfait dans plein de choses. Il a osé beaucoup de choses, il s'est assumé, et je trouve que le style de western lui va parfaitement. Donc pour moi ça serait un de mes films qui m'a le plus marqué et que je peux voir et revoir. Christopher Nolan, mais c'est un classique maintenant, enfin tout le monde l'aime ce mec, c'est limite perturbant de l'aimer. J'ai vu hier sur t'as fait c'était un question time sur Insta, et je t'ai entendu parler d'Inception, et étant donné que c'est mon film préféré, je pense que c'est pareil, hein, que je peux mettre dans mon top 3. Des fois tu vas voir des gens, et je peux comprendre, t'as ce truc là de te dire ouais mais tout le monde l'aime, du coup j'ai pas envie de l'aimer. Ce film est juste faut le dire, ce film est juste incroyable, et Nolan est juste trop fort. J'ai hâte de voir Tenet là, du coup qui va sortir prochainement, mais Inception c'est un film qui est incroyable, qui te retourne le cerveau, et pour moi un très bon film, ça doit être un film où quand tu sors du cinéma t'y penses, et pas que à ce moment là, t'y penses aussi le lendemain, le surlendemain, et tu te dis putain ce film il m'a marqué, tu vois. Et Inception, pour moi c'est un film que je peux revoir, et justement moi c'est pareil, j'ai dû le voir plus d'une dizaine de fois, et ce qui est fou c'est que les 5-6 premières fois où tu le regardes, à chaque fois tu découvres un nouveau truc, tu vois. Tu regardes et tu fais ah mais ça c'est pour ça en fait. C'est ça. Et ça je trouve le sentiment juste trop bien, quoi. Bien sûr, c'est trop bien, c'est trop bien. Mais c'est dur de trouver comme ça vraiment ton meilleur film, parce que c'est plus facile pour moi de désigner par exemple des réalisateurs préférés, parce que pour moi un réalisateur il fait plein de films que j'adore, et par exemple Inception je l'ai adoré, mais à côté Interstellar il est incroyable, Dunkerque il est incroyable, tu vois, il a fait plein de films de fou finalement. Christopher Nolan, Tarantino c'est pareil. Mais du coup si je dois quand même jouer le jeu et c'était un troisième, je réfléchis, et j'adore Denis Villeneuve. Et qu'est-ce qu'il a fait de vraiment Prisoner, pour moi, pour avoir des films complètement différents, c'est un thriller de fou. Prisoner, il est incroyable, en termes de réal et en termes de... Je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu. Ah bah faut que tu le vois. Faut que tu le vois. Ça sera ma après c'est difficile de dire vraiment, c'est pas mon film préféré, mais c'est un film incroyable. Faut que tu le vois absolument. Ok. Bon, ma dernière question de ce podcast, si tu avais un conseil à donner au jeune Lucas qui se lance dans la vidéo et qui commence à se dire qu'il en ferait bien son métier, ça serait quoi ? Ça serait vas-y mec, balance tout. T'as envie de faire un truc, fais-le. En fait, il y a trop de gens qui, je pense que ça soit pas forcément dans le milieu de la vidéo, qui se mettent des limites eux-mêmes. En fait, ce que je dis souvent, c'est que tes limites, c'est toi seul qui te les mets. Il y a personne qui a mis des règles à ce niveau-là en mode ouais, tu veux faire ça, tu peux pas le faire maintenant, tu dois attendre d'avoir X années d'expérience pour le faire. T'as envie de faire un truc, fais tout pour le faire. Il faut pas se brider tout seul. La vie te bride déjà assez, donc à quoi bon de se brider, tu vois. T'as envie de faire un truc, essaye, donne tout pour y arriver. Moi la vidéo, je suis dedans, mais j'ai rien fait. Des fois je me sens pas légitime, je me dis j'ai pas voulu faire ça de mon métier. Il y a des gens qui veulent, qui font tout pour y arriver, et moi c'est venu comme ça, et c'est trop bien, et je trouve ça ouf, et je remercierai toujours toutes les opportunités qui me sont tombées dessus, tu vois. Mais c'est hyper important de croire en soi, et dès que t'as une envie de le faire.
Faut pas se dire non, c'est pas possible. Et même si c'est pas possible, tu t'en fous, tu le fais, tu fais tout pour le faire, et ça va te faire progresser. Et ça, c'est vraiment, faut oser, faut avoir du culot et il faut le faire. Et il faut pas se mettre de se dire ouais, j'ai pas le matos, ouais, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Il y a des gens qui arrivent à faire des vidéos magnifiques avec un iPhone. T'as un iPhone, t'as envie de faire des vidéos, tu trouves une musique, tu prends ton iPhone, tu vas filmer. Et c'est ça qui est hyper important. Il faut pas se dire ok, ouais, mais t'as vu, lui il a ce boîtier là, il fait des trucs de ouf, je pourrais jamais faire pareil. Bah ouais, pour l'instant tu peux pas faire pareil, mais tu peux faire. Tu peux déjà faire quelque chose. Faire mieux peut-être. Tu peux faire mieux peut-être. Enfin, des fois, tu sais, c'est pas les trucs les mieux filmés qui sont les plus ouf. Il y a des gens qui ont des caméras de ouf et qui font de la merde. Enfin, tu vois. Et du coup, voilà, c'est ça. C'est pas se brider. Pour moi, c'est hyper important. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui, je pense, d'être là où je suis. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te suivre pour les personnes qui veulent suivre ton travail? Sur quel réseau? Alors, je suis beaucoup sur Instagram, donc c'est RZ Lucas, RZ Lucas comme le prénom, L-O-U-K-A-S. Je mettrai les liens en description de toute façon. Et sinon sur mon YouTube, alors mon YouTube, moi il n'est pas actif de base, je l'ai lancé il n'y a pas si longtemps que ça, et je publiais pas forcément dessus. La plupart des gens me suivent sur Instagram, mais de plus en plus je vais mettre tout sur YouTube, et pas pour grossir sur YouTube, mais juste pour avoir au moins un endroit où il y a toutes mes vidéos. Et Instagram, c'est pas une plateforme vraiment pour la vidéo finalement. Je fais de plus en plus de photos parce qu'il y a Instagram et que je commence à aimer ça, mais voilà, pour moi il y aura vidéo, ça sera YouTube, et photo Instagram, et je mettrai toujours un peu d'édit forcément vidéo sur Instagram, mais voilà. Et ben merci Lucas d'être passé sur Procréativité. Merci à toi, c'était hyper intéressant de dialoguer avec toi sur ce sujet. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, pensez à mettre un like ou une évaluation sur votre application de podcast, et n'hésitez pas à me dire en commentaire sous la vidéo YouTube les personnes que vous aimeriez écouter sur ce podcast. Prenez soin de vous et à la prochaine.